Luc, la liberté, tous les jours, de nouvelles fabulations et drôles d'idées. La Drôle d'idée, dernière, tu dis? oui. Alors qu'on n'a pas arrêté de pointer du doigt la FIFA, on leur met de l'avant. Mais voyons, c'est... J'adore ça. Donald Trump, c'est un troll, on va se le dire, là, parce que tu peux pas imaginer un truc comme ça. C'est purement du trollage, puis tu sais, au sens, il provoque, il veut générer des réactions. Ça marche. La dernière salve, pour ceux qui ont peut-être pas suivi, à laquelle Isabelle fait référence, c'est que Donald Trump aimerait proposer le nom de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, comme prochain secrétaire général des Nations On Unies. roule des yeux. Wouh! Carton rouge, pour ça que ça a passé? Alors, bien le bonjour à vous deux, Bonjour. bien le bonjour Bonjour. aux auditeurs, bien le bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Donc, la nouvelle en passant, on le sait, il lance des ballons d'essai comme ça, Donald Trump, et parfois c'est vrai. D'autres fois, je pense que Francis l'a bien résumé, il se comporte comme un troll. C'est, voilà, aller chercher les médias dans cette direction. Donc, on en parle parce que ce ne serait pas la première fois qu'une nouvelle en apparence peu réaliste se matérialiserait. Mais donc, Donald Trump aurait manifesté ce réel intérêt pour un secrétaire général Infantino. La première chose qui devrait, je pense, rassurer les gens qui doutent qu'Infantino puisse faire le saut, c'est question de salaire. M. Infantino vit très, très, très bien ces jours-ci. Là. En 2025, il est allé chercher plus de 4 millions d'euros en salaire et en primes, sans compter le fait qu'il a accès à un jet privé et qu'il vit dans une demeure luxueuse, cossue, un appartement de grand luxe, tout ça payé par la FIFA. En échange de ça, s'il devait effectuer un saut à l'ONU pour remplacer M. Gutiérrez qui part, on est prime et salaire plutôt à 400 000 $ américains. Donc, est-ce qu'on accepterait une ponction salariale aussi généreuse pour servir le monde, servir la planète? Ceci dit, en tant que premier diplomate de la planète, ce n'est pas imposable. Donc, on pourrait dire Ah, voilà. ça vaut peut-être un peu plus quand même, Luc, non? Un peu plus. Mais disons qu'on est loin, Francis, du 4,24 millions de dollars, je passe, pour être précis dans les chiffres. Et l'autre chose, c'est bien entendu, avant qu'Infantino devienne secrétaire général, d'abord, ça en ferait une candidature très américaine. Là, ce sont les liens très étroits entre Infantino et Trump. Et c'est pas tout le monde sur la planète qui a envie d'un secrétaire général aussi collé sur les États-Unis. Il devrait d'abord passer, ou sa nomination devrait passer par le Conseil de sécurité de l'ONU, 15 pays, 5 permanents avec le droit de veto. J'imagine mal la Russie et la Chine voter Infantino et recommander ensuite sa nomination à l'Assemblée générale. Donc, tout ça pour dire, on a parlé tout à l'heure, Isabelle a laissé entendre, je ne veux pas trahir sa pensée ou ses propos, mais un peu de copinage autour du fameux carton rouge. À peine, à peine. Parfait. Donc, oui, je trahissais, mais pas dans le sens que je pensais, Isabelle. Donc, et pensons aussi, bien entendu, à ce Nobel de la paix version FIFA, cette médaille remise à Donald Trump. Et donc, on verra. Est-ce que c'est sérieux? Il semble qu'il y ait de véritables discussions en ce sens. Mais à quel point Trump a envie de s'investir derrière Infantino, ça, c'est le bout où je débarque un peu du train. Moi, ça me semble un petit peu tiré par les cheveux et comme tu le dis, tiré par le drapeau. Tiré par le carton. On va sauter du coq à l'âne, mais parce qu'il y a quand même cette annonce aujourd'hui d'une possible, ou en fait d'une entente, là, je sais pas si c'est signé ou évoqué, mais une entente sur le nucléaire en Arabie Saoudite. On est quand même là dans un drôle d'univers parallèle dans lequel, évidemment, un pays qui est très près de l'Iran, très près d'Israël, pas toujours ami avec tout ce beau monde-là, pourrait se doter de capacités domestiques énergétiques, mais c'est des fois la première étape en vue d'autre chose, Luc. C'est quand même un peu bizarre, non? J'aime bien parce que tu présentes tout de suite la brèche et ce qui donne poigne ou prise aux critiques de cette entente. Donc, l'entente, elle est bien réelle. C'est entre l'administration Trump et l'Arabie Saoudite. Il faut préciser tout de suite d'entrée de jeu que Donald Trump n'est pas le premier à avoir cette idée et qu'on étudiait, sous Biden également, la possibilité de permettre à l'Arabie Saoudite d'enrichir elle-même son uranium, mais rappelons-le donc à des fins civiles. C'est du nucléaire civil. Le problème ou le risque de l'entente, et c'est là où il y a une distinction avec
ce qui ne s'est pas produit sous l'administration Trump, mais ce dont on discutait, c'est qu'on semble être particulièrement large sur les contrôles effectués sur l'enrichissement du nucléaire en Arabie saoudite. Et tu l'as mentionné, géographiquement, il y a la proximité de l'Iran. Et l'Iran, d'ailleurs, le motif premier des États-Unis, c'était de réduire cette capacité nucléaire. Mais voilà donc qu'on a dit, on va soustraire l'Arabie saoudite ou lui permettre de ne pas donc se soumettre à des contrôles internationaux ou au moins de respecter les grandes balises internationales en termes d'enrichissement du nucléaire. On ouvre la porte du côté de l'Arabie saoudite à une participation américaine qui va construire, enrichir, qui va être sur le terrain en Arabie saoudite, c'est une première chose. Mais c'est cette absence de contrôle. Que se passerait-il si l'Iran avait, que se passerait-il si l'Iran avait l'arme nucléaire? Mohammed Ben Salman lui-même a dit « Nous développerions une arme nucléaire le plus rapidement possible. » Et dans l'entente avec les Américains, c'est très, très vague ce qui ralentirait ou retiendrait la volonté saoudienne dans ce dossier-là. Il y a aussi un dossier parallèle. Donc, c'est ce qu'on craint littéralement, c'est de la prolifération nucléaire et bien sûr de changer la donne et l'équilibre dans cette région-là de la planète. Mais on double, comme c'est malheureusement souvent le cas dans les tractations de l'administration Trump, on double avec des intérêts personnels. Les entreprises Trump font des affaires en Arabie saoudite et il y a une compagnie, Affinity Partners, qui est dirigée par Jared Kushner, le gendre et souvent représentant de l'administration américaine. On évalue à quelques milliards de dollars la capitalisation d'Affinity Partners. Plus de 90 99 donc de la valeur d'Affinity Partners, ce sont des investissements étrangers, essentiellement saoudiens. Donc, il y a un petit lien familial là-dedans. Il y a un très, très gros biais familial. Donald Trump nous a rassurés en disant « Non, on n'a pas fait tant d'affaires que ça avec l'Arabie saoudite. On parle quand même de juteux contrats. » Puis dans le cas de Jared Kushner, non seulement la compagnie vaut beaucoup en raison des investissements étrangers, mais lui-même, comme dirigeant d'Affinity Partners, irait chercher, écoutez, j'y vais un peu de mémoire, mais c'est plus que 130 millions de dollars pour diriger Affinity Partners. Donc, on parlait de copinage pour le carton rouge. Si on dénonçait le manque d'esprit sportif et de respect du fair play pour la FIFA, imaginez ce qu'on devrait être en droit de dire quand on négocie ce type d'entente. Que reste-t-il pour freiner Donald Trump et l'administration dans ce partenariat ou cette entente avec l'Arabie saoudite? Peu de choses. Et c'est un vote au Congrès que ça prend. Mais pour bloquer Donald Trump, il faudrait un vote au Congrès à la majorité des 2/3. Je serais très étonné qu'on obtienne une majorité aux 2/3 des sénateurs pour freiner l'entente et s'opposer à Donald Trump. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que les républicains laissent tout ça aller? Ils sont suffisamment nombreux à le faire. Mais il y a des républicains qui sont choqués par la situation, pas que des démocrates. Parlant de copinage, difficile de faire du copinage avec les tarifs. Est-ce que tu penses que c'est du bluff, ces tarifs-là? Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout un argument de négociation. Ce que je crains, c'est ce qui s'en vient et une forme de... Ça peut paraître paradoxal, hein, parce qu'on les a condamnés aux États-Unis, d'abord, les tarifs, mais on est devenu un peu accro aux tarifs parce que l'endettement continue aux États-Unis. Donc, ne mêlons pas les dossiers, même s'ils évoluent en parallèle. Ce que fait Donald Trump avec le Canada, je pense que c'est d'abord un argument de négociation, d'abord et avant tout. Mais en même temps, il parle d'imposer ces fameux tarifs, maintenant qu'il a trouvé un échappatoire, une façon de contourner la décision de la Cour suprême. Jusqu'à ce qu'on teste ça devant les tribunaux, ça demeure légitime et légal. Mais donc, il veut étendre ses tarifs à quelques dizaines de pays supplémentaires. Et on pourrait vouloir le bloquer de l'intérieur, mais ça rapporte les fameux tarifs. Donc, je ne pense pas, je continue de penser que ce n'est pas une bonne politique en général, pas une bonne à moyen et à long terme, mais en même temps, c'est une source de revenus alors qu'on creuse le déficit. Donc, on a trouvé comme une porte de sortie ou un échappatoire pour aller vers les tarifs, et c'est paradoxal parce que ça contribue à une problématique puis à un repli de l'économie américaine, mais c'est en même temps une source de revenus. Alors, qui va décider finalement de cette joute économico-politique? Ça devient particulièrement complexe à démêler.
C'est quand même un peu fou tout ça, puis j'espère quand même qu'on va, de notre côté, sans vouloir être trop égocentrique, là, mais réussir à s'en sortir. Ce que je crains, c'est que tous les autres pays qui n'auront peut-être pas autant de leverage en bon français, autant d'éléments à faire valoir, le pétrole, la potasse, les matériaux critiques. Le Canada a quand même des atouts, là, malgré sa petitesse. L'électricité. Non, le Canada n'a pas d'atouts pantoute. Le Canada ne peut vivre sans les États-Unis. Le Canada n'est rien sans les États-Unis, Francis, voyons. Isabelle Perron, la Trumpiste, a parlé. Merci de t'entendre le sarcasme dans ma voix. Mais en tout cas, oui, Francis, c'est pas capable, le deuxième degré. Je ne fais que... J'étais au 3e degré par ma réponse. Luc, la T'es en liberté, angle obtus. merci d'avoir été avec nous. On va continuer à se chicaner en ton absence pendant la pause. En angle droit. Salut!